Adrien rejoint le parti sans pilon. Citoyens, citoyennes, en vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous souhaite la bienvenue. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, bonsoir, merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va mieux, Stéphane? Oui, j'ai remis ma petite laine pour dormir. Merci Cécile. C'est bien, dormez couvert, hein, vous le savez. Les co-présidents du G500 citoyens, l'ONG citoyenne, 500 associations, 500 000 sympathisants. Je le dis à chaque fois, mais il faut qu'on le répète, puisque au mois de juin, il y a un événement important, il faut le rappeler systématiquement. Aurélie, Stéphane? C'est toi, 8. Allez, Stéphane. 8, 9 et 10 juin, une ouverture internationale, 3 jours de débat et puis des résolutions finales, comme dans les grands sommets. Oui, et puis on peut s'inscrire, simple citoyen, collectif, ONG, www.somicitoyen.fr. Force de proposition. Ouais. C'est Tout ça. à fait. Ouais. C'est ça. Vous pouvez vous inscrire, bien entendu. Allez, au sommaire de cette émission, 8500 rêves d'enfants malades réalisés en 35 ans. C'est énorme. L'association Petit Prince réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades, associés à 150 services hospitaliers avec lesquels ils collaborent en étroite collaboration, bien sûr. Et c'est avant tout une belle et incroyable aventure humaine. Une autre partie sera consacrée à c'est qui le patron? Je pose la question, c'est pas moi. 300 familles de producteurs soutenues grâce à c'est qui le patron. C'est une marque de consommateurs destinée à nous permettre, à nous les consommateurs, de reprendre en main différemment notre consommation et de redonner des sourires, notamment à l'autre bout de la chaîne, en rémunérant les producteurs au juste prix. Ça nous rappelle quelque chose, ça aussi. Voici la clé du succès, en tout cas, c'est qui le patron dans la deuxième partie. Et bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et notre invité Mathieu Janingros, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication et des partenariats de Petit Prince. Et c'est une association que vous portez dans votre cœur, Aurélie Gros. Ça fait longtemps que vous nous en parlez. Et enfin, elle arrive. Et oui, merci Mathieu, parce qu'on vous a choisi, parce que vous faites rêver les enfants. Et de surcroît, en ces périodes de Noël, du rêve, on en a besoin. Et pour ces enfants qui sont atteints de graves maladies, ils ont besoin aussi de rêver. Et c'est des gens comme vous qui portez ces rêves-là. Et ça fait 35 ans que vous agissez et que vous portez tout cela avec des bénévoles. Et on aimerait que vous nous racontiez un peu cette aventure. Oui. Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, l'association Petit Prince réalise les rêves pour des enfants gravement malades. Ce sont généralement des enfants qui sont atteints de cancer, de leucémie, de maladies extrêmement lourdes. Et l'idée, finalement, est assez simple. C'est, à travers leurs rêves, leur donner une dynamique, leur donner des leviers supplémentaires, une énergie nouvelle pour se battre contre la maladie, accepter des traitements, en étroite collaboration avec les soignants, les services pédiatriques de toute la France. On arrive chaque jour à réaliser de nouveaux rêves d'enfants gravement malades. En moyenne, ce sont environ 500 rêves qui sont réalisés chaque année. Par exemple Ah oui, à travers des passions très diverses. Ça peut être la pâtisserie, ça peut être rencontrer son chanteur préféré, faire un vol en montgolfière. On s'appuie toujours sur le rêve exprimé par l'enfance. C'est le point de départ de notre relation avec la famille. Mathieu Janingros, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que l'enfant fabrique forcément en lui, lorsqu'il il vit une joie, certaines joies, peut-être des anticorps aussi, c'est important. On dit toujours que lorsqu'on apporte quelque chose à quelqu'un, le corps se met en route pour aller sur cet événement ou réaliser son rêve. Alors, les médecins souvent nous alertent en nous disant qu'un enfant qui ne rêve plus, c'est un enfant qui potentiellement est en danger. Donc, les médecins vont aussi s'appuyer, les soignants, pour détecter quel est le rêve de l'enfant, qu'est-ce qui l'anime, justement pour qu'il se projette dans l'avenir. Et on voit les enfants effectivement passionnés, beaucoup plus combatifs. Un médecin qui dit à l'enfant, il faut que tu acceptes des traitements, il faut que tu prennes 2 kilos pour réaliser ton rêve. C'est la condition sine qua non, parce que la sécurité fait partie aussi de l'ADN de l'association Petit Prince quand on réalise les rêves. Donc oui, c'est un booster essentiel et on voit l'évolution. L'association Petit Prince a été créée il y a 35 ans. Et ça montre que rien n'est impossible pour eux, en fin de compte. Exactement. Voilà, il y a un côté, je réalise mon rêve, donc je vais me guérir, je vais avancer et j'existerai. Vous pouvez réaliser plusieurs rêves par enfant ? C'est la particularité de l'association. Un même enfant peut réaliser plusieurs rêves en fonction de l'évolution de son état de santé.
Donc imaginons un enfant qui réalise son rêve aujourd'hui, peut-être que son second rêve aura lieu dans 6 mois, dans un an et demi, toujours autour de sa passion. Alors, mais c'est la dynamique qui se met en place. C'est une énorme chaîne de solidarité, forcément, puisque vous travaillez d'abord avec énormément de bénévoles, et puis cette chaîne des personnalités ou des entreprises, ou enfin tout le monde s'y met finalement. Ouais, saluons déjà l'engagement incroyable de nos bénévoles qui sont là 2 à 3 jours par semaine. C'est très impliquant, très engageant. J'ai juste d'ailleurs une question. Il faut les préparer parce que ce n'est pas anodin la rencontre avec un petit enfant qui vit ce drame. Vous les préparez, vos collaborateurs, vous les briefez? La formation fait partie aussi de l'ADN de l'association. 2 à 3 mois avant de rencontrer un premier enfant. C'est pas anodin quand on est en contact avec des familles qui traversent des souffrances. On n'est jamais assez préparé, mais il y a des choses à éviter, des mots qu'on peut dire, d'autres pas. Donc cette formation, oui, est très très importante et c'est une formation aussi au long cours. L'expérience des bénévoles sert aux autres bénévoles. Et combien de bénévoles, pardon, je vous coupe, combien de bénévoles aujourd'hui? Il y a environ 100 bénévoles qui œuvrent à l'association Petit Prince et une vingtaine de permanents. Et vous en avez besoin de plus, j'imagine? Parce que c'est peut-être le moment de faire appel aux bénévoles, on recrute. Exactement, on recrute. Pour réaliser les rêves d'enfants malades, être organisateur, être animateur, être en contact avec les familles, c'est une aventure incroyable. Après, le postulat de départ, c'est un engagement de 2 jours par semaine, ce qui fait aussi la qualité du suivi, de l'accompagnement de ces enfants. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre en tant que bénévoles et qui peuvent être disponibles 2 à 3 jours par semaine et qui habitent, je précise, en Île-de-France, allez sur le site de Petit Prince pour voir dans la rubrique Je m'implique comment on peut justement s'impliquer. Et comment vous organisez, Frédéric, comment vous vous organisez? Parce que quand un petit garçon ou une petite fille vous dit voilà, mon rêve c'est de rencontrer un tel, j'imagine qu'il y a une énorme machine qui se met en route. Vous avez un délai, puisque j'imagine que plus le rêve sera réalisé rapidement, mieux ce sera pour l'enfant. Comment vous organisez? En fonction de l'état de santé de l'enfant et en fonction de la nature du rêve. Vous voyez, on a réalisé un rêve il y a quelques mois avec Thomas Pesquet. C'était génial. C'était génial. 4 enfants qui ont bénéficié de cette rencontre incroyable avec des passionnés qui ont d'ailleurs scotché Thomas Pesquet par la qualité de leurs questions. C'est un rêve qui a mis quand même un certain temps à être monté. Vu la difficulté, Thomas Pesquet n'est pas toujours en France. Il est toujours là. Et pas toujours sur Terre, surtout. Ou des personnalités qui sont, ou des sportifs, on pense évidemment à Mbappé. Voilà, quand on a des rêves, il faut être patient, même si on connaît très très bien l'équipe de France de foot, le PSG. Parce qu'ils sont quand même très sollicités par les associations. Qui vous aide justement? Parce que nous on le voit bien, par exemple, pour construire une émission, avoir des invités prestigieux, c'est toute une histoire. Vous, pour aller chercher, bien sûr, on imagine que le mot déjà de votre association interloque, mais quand même, vous avez des attachés de presse, comment ça se passe? On a une mission qui est extrêmement porteuse et fédératrice. On s'occupe d'enfants gravement malades. Le nom, vous l'évoquiez, qui est très puissant. Petit Prince, on le rajoute. Ça ne fait pas tout, il faut jamais lâcher. Et le maître mot, c'est oser. Pour les enfants malades, on ose. C'est ça la force aussi des équipes, c'est que on considère qu'il n'y a aucune barrière. Voilà, si on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre, mais on arrive à nos fins. Faut déjà avoir le téléphone, Oui, mais le réseau, alors on a 35 ans d'existence, donc c'est entre guillemets un petit peu plus facile aujourd'hui. Mais on a toujours besoin d'aide. Et puis après le nerf de la guerre aussi est l'argent. C'est vrai on reçoit aucune aide publique, donc nos ressources proviennent de donateurs particuliers et d'entreprises partenaires. Ça a été un choix assez vite dans l'histoire de l'association pour justement avoir cette indépendance. Et puis ça a fonctionné. On travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui. Les entreprises s'engagent. On a un certain nombre d'entreprises qui sont à nos côtés, avec qui on écrit des histoires incroyables, des projets fédérateurs. Voilà, donc on y oublie assez souvent, et nous on en parle beaucoup, des dommages collatéraux, forcément de la famille, des parents proches, qu'il faut aussi accompagner, parce que c'est très très compliqué et très difficile. Et pour eux, vivre le rêve de leurs enfants au travers des yeux de leurs enfants, c'est quand même incroyable. L'histoire, elle est très jolie. Ouais, vous avez tout à fait raison. L'impact de la maladie n'est pas qu'au niveau de l'enfant. La fratrie, les parents souffrent énormément, et l'occasion justement de réaliser les rêves, c'est de se retrouver et vivre des moments positifs ensemble qui vont créer des souvenirs extrêmement positifs au long cours. Moi, je suis toujours ému par des regards d'un papa, d'une maman quand ils réalisent le rêve de leur enfant, et ils vous confient, ça faisait plusieurs mois, par exemple, qu'ils n'avaient pas vu sourire leur enfant.
Et là, ça prend toute sa dimension. Ouais. Aurélie Gros. Non, mais c'est le rêve aussi de toute une famille que vous réalisez. Je rejoins les propos de Cécile, c'est-à-dire que au-delà du rêve d'enfant, voir ces familles s'émerveiller, parce que pour eux, c'est très très dur les situations qu'elles vivent au quotidien. Donc, je trouve ça. D'ailleurs, on en a une qui va témoigner ce soir, et on est heureuse de la voir ce soir à l'antenne. C'est vraiment magnifique, et je pense qu'en plus, il y a une maturité peut-être chez l'enfant qui est plus importante, et que l'émotion est encore plus intense chez les parents. L'enfant qui protège aussi ses parents, c'est ça. Occasionnellement et fréquemment. Les parents, oui, sont très émus. C'est l'avant-rêve. Toute la famille est embarquée. On sait qu'on va partir sur ce projet. Le pendant, qui est extraordinaire, et puis l'après qui dure parce qu'on partage ce rêve avec ses copains d'école, sa famille, enfin voilà, c'est des moments qui sont précieux et que les parents gardent au long cours. Sur la notion de bénévolat, parce que dans le monde du sport par exemple, c'est une vraie question de fond. Si par exemple vous aviez des financements, là, votre passage à Sud Radio, une grande entreprise dit allez, je finance, ne pas avoir que des bénévoles mais aussi des professionnels qui sont rémunérés, qui travaillent avec vous au quotidien avec un vrai savoir-faire, est-ce que vous aimeriez? On a une équipe de permanents de 20 salariés qui œuvrent et qui encadrent justement les bénévoles pour la sécurité, j'insiste bien, quand on emmène des enfants sur des rêves, ce sont des enfants qui ont des lourdes pathologies, donc la sécurité est le maître mot. On a un médecin salarié à l'association et 4 médecins bénévoles qui valident et donnent justement leur aval pour la réalisation des rêves de ces enfants. Et là, vous êtes au 9 millième rêve. Pas encore, vous anticipez un tout petit peu. Ce sera au printemps prochain, 2023, ce sera une belle année. On prépare le 9 millième rêve réalisé depuis la création de l'association. Mais vous avez bien fait. Un petit mot aussi sur les centres hospitaliers, parce que le travail est énorme aussi, ce que vous mettez en place de façon commune. Le travail, en tout cas, de ces personnels soignants est incroyable auprès des enfants. Coup de chapeau aux soignants tout au long de l'année, avec forcément avec des enfants, ça nous touche encore plus. C'est l'inacceptable, l'injustice quand un enfant est gravement malade. Donc on collabore énormément avec eux et on va les soutenir différemment, c'est-à-dire qu'en plus des rêves qui sont réalisés avec les enfants, on va soutenir des projets qui ont lieu au sein des hôpitaux, financer par exemple une conteuse qui vient au chevet des enfants le soir. Là on est en train de redécorer des salles où il y a des IRM pour en faire des univers avec spatial ou marin. Il y a des petits spectacles de cirque aussi de temps en temps qui sont montés. Chanteurs, cirque, clowns, ce sont des projets qu'on finance en plus de la réalisation des rêves. Est-ce que les entreprises qui nous écouteraient, là, vous en parliez tout à l'heure, Frédéric, pourraient vous solliciter? Est-ce que comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut vous appeler directement? Très simplement, allez sur notre site petitprince.com, donc petit avec un S, prince avec un S, tout attaché.com. Et puis qui nous contactent, il y a nos coordonnées justement pour monter ces projets fédérateurs. Et des dons aussi, des dons de particuliers, on n'insiste jamais assez sur cette période de Noël. Visiter un service pédiatrique en période de Noël, c'est extrêmement dur émotionnellement. S'il y a des gens qui veulent nous aider aussi, c'est le moment aussi de faire des dons qui seront défiscalisés. Petitprince.com pour nous aider justement à soutenir tous ces rêves à venir. Eh bien, vous restez avec nous dans quelques instants, Mathieu Janingro. Vous êtes directeur de la communication des partenariats de Petit Prince. Eh ben, on parlera à la maman d'une petite fille, Ophélia, qui sera avec nous et on verra effectivement l'impact que cette belle association a sur ses enfants. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est partager des passions avec les enfants et leur famille. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie partagée. C'est une très belle aventure. On vit des moments exceptionnels. Ce sont des rencontres magnifiques avec les enfants, les familles et les partenaires. Ça donne un sens nouveau à ma vie. C'est découvrir des univers très différents lors de la réalisation des rêves. J'estime que j'ai beaucoup de chance de faire partie de l'équipe. Quand on voit les petits princes et les petites princesses tout sourire et heureux sur leurs rêves, on se dit mission accomplie. C'est des milliers de rêves réalisés. Et c'est les vraies voix citoyennes. Et grâce à Aurélie Gros et bien sûr Stéphane Pellet du G500, nous avons la chance d'avoir Mathieu Janingro qui est avec nous. Rebonsoir, directeur de la communication et des partenariats de cette belle association Les Petits Princes. Et puis une invitée exceptionnelle pour nous, une maman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir tout le monde. Une maman d'une petite Ophélia qui a 6 ans et vous pouvez peut-être nous raconter votre rencontre avec les Petits Princes. Elle a réalisé son rêve déjà. Oui, absolument. Ouais.
Alors oui, tout à fait. Donc c'est Ophélia qui a 6 ans et donc qui se bat depuis ses 15 mois contre un cancer. Et c'est vrai que pendant 2 ans, on était enfermés dans une spirale, dans une bulle. Et j'ai vu à l'hôpital des petites pubs en fait où on nous a parlé de Petit Prince et j'ai dit oui, pourquoi pas en fait. Donc on a tout simplement été sur internet, Ophélia m'a décrit le rêve qu'elle voulait, donc elle voulait aller voir les animaux. Alors à l'époque, elle m'avait dit je vais aller voir les animaux. Caresser les animaux. Voilà, caresser les animaux exactement. Et c'est vrai que tout de suite, ça a été très rapide, on nous a appelés, tout le monde était très bienveillant et au début on n'osait pas trop, mais en fait ça s'est fait vraiment naturellement et même avec la bénévole qui s'occupe de nous, Claudine, ça a été vraiment génial. Il y a eu un accompagnement avant le rêve qui était super parce qu'en plus il y a eu la pandémie. En fait, on a dû attendre un certain temps avant qu'Ophélia puisse sortir puisqu'elle était souvent en aplasie. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un accompagnement pour toute la famille. On recevait des petites cartes, les filles recevaient des petits cadeaux, donc aussi bien Ophélia que sa grande sœur, qui a 10 ans, et qui elle aussi est très courageuse. Donc c'est vraiment un accompagnement pour toute la famille. Vous avez l'impression que ça l'a aidée, Ophélia, aussi dans sa lutte au quotidien ? Ah oui, tout à fait. Je suis persuadée que ça fait partie intégrante du traitement. Et même l'oncologue nous le dit aussi, en fait. Lui, il est toujours partant quand il y a un rêve avec Petit Prince. Il nous dit au contraire, il faut y aller. Déjà, elle a un optique. En fait, elle a quelque chose en tête qui dit que bientôt on va y aller, bientôt, voilà, je vais aller mieux et puis on va pouvoir aller caresser les animaux, tout ça. Donc non. Ah non, Mathilde, des animaux. Oui, les animaux. J'ai lu ça dans le journaux, moi. J'ai lu ça dans le journaux. Et Ophélia a un autre rêve, peut-être. Exactement. C'est ce que j'allais dire en fait, parce que là, elle a repris un traitement malheureusement, et donc là, son prochain rêve. Alors là, Claudine a dû avoir un gros challenge, c'est d'aller voir le Père Noël. Aïe. Donc voilà, on va aller à la recherche du Père Noël en chien de traîneau. Voilà ah oui, quand même. Ouais. Il est très pris en ce moment, le Père Noël, il travaille beaucoup. C'est ça, tout à fait. Sur les animaux, en fait, par rapport à Ophélia, est-ce que c'est quelque chose qui revenait assez souvent chez elle, cette envie ? Est-ce que finalement un enfant malade demande des choses, ou c'est à ce moment-là, vous qui dites qu'est-ce que tu aimerais, et là, l'enfant cherche quelque chose, ou est-ce que c'est l'enfant qui demande ? Alors, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai qu'elle m'en parlait beaucoup. Alors, parce que, par exemple, surtout pendant la pandémie, tout ça, on est enfermé dans une chambre. Il faut savoir, on est souvent isolé quand elle fait de l'aplasie. Donc, on joue, on regarde la télé. Il y a des émissions sur des personnes qui travaillent avec les animaux dans les zoos. Et donc ça, elle adorait ça. Et du coup, c'était vraiment, elle me disait, un jour, j'aimerais bien être comme eux et d'aller leur donner à manger, d'aller les caresser, tout ça. Donc vraiment, elle m'en parlait beaucoup. Et c'est suite à toutes ces demandes que je me suis dit, mais oui, pourquoi pas envoyer un petit courrier à Petit Prince, et on verra ce que ça donne. Et en fait, c'est super. Mathieu et Jeanne Ingros, forcément, j'imagine que les parcs animaliers, en tout cas celui du CERSA, ils disent oui tout de suite, forcément. Ils disent oui, et toutes leurs équipes sont mises à disposition de l'enfant et de la famille. C'est à chaque fois, la barre est très très haute, et c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes les familles, pour que ça soit des souvenirs incroyables. Et là, c'était le cas avec Mathilde. Et puis Ophélia, c'est vrai que c'était pour vous aussi, en tant que parent, quelque chose de puissant. Exactement. Non, oui, tout à fait. C'était quelque chose c'était une bulle, en fait, un petit temps de pause pour toute la famille. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on sait que pendant ce petit temps de pause, alors ceux qui vivent pas ça au quotidien ne vont peut-être pas comprendre, mais on n'aura pas de rendez-vous, on n'aura pas à aller à l'hôpital, parce que voilà, pour nous, faut dire qu'on vit au jour le jour. On est tout le temps, très souvent à l'hôpital, on n'a pas de rythme. On vit au rythme de l'enfant, de sa maladie, et toute la famille vit à ce rythme-là. Alors justement, Mathilde, qui de votre famille a participé en tant qu'observateur à ce rêve ? Vous y êtes allé avec qui finalement ?
Alors, toute la famille, c'est-à-dire mon conjoint, sa grande sœur Agatha, Ophélia et moi. On y a été tous les 4. Et ça dure dans le temps, en fait. Une fois que le rêve a été vécu, est-ce que derrière, le comportement de l'enfant a changé? J'imagine qu'il y a des photos après qu'on regarde régulièrement pour continuer l'aventure. Exactement, et aussi surtout, alors elle avait une petite peluche de loup parce que on a pu approcher un peu les loups. Donc, c'était vraiment ça son rêve. Et du coup, elle la lâche pas et elle le dit tout le temps. Elle dit, ce sont mes copains, je les ai vus en vrai. Elle leur a donné un peu à manger. Enfin voilà, c'était exceptionnel, vraiment. Mathieu Janingro, ce qui est assez particulier, vous nous avez donné des exemples, c'est que ces rêves, finalement, ils sont assez simples. Ils ne vous demandent pas la lune, ces enfants. Il y a un terme qu'on n'utilise jamais à l'association Petit Prince, c'est le terme fou. C'est-à-dire que l'enfant... Et c'est l'envers de la médaille, c'est qu'un enfant qui est gravement malade, il a une maturité incroyable. Quand on lui demande d'exprimer son rêve, souvent il demande des choses assez simples. Il ne va pas se remettre en danger par rapport à un rêve exprimé. Donc oui, tout à fait, c'est souvent des rêves assez simples. Je racontais à Cécile tout à l'heure un rêve qu'on a eu avec un petit prince. Son rêve, c'était de manger une pizza jambon-fromage sans champignons avec Donald. Ça doit pouvoir se faire, ça. Et la première partie est facile, mais avec Donald, c'est un peu plus compliqué quand même. Le rêve a bien eu lieu. Et systématiquement, les familles font partie du rêve, c'est-à-dire participent au rêve de l'enfant. Oui, dans l'exemple qu'évoquait Mathilde, c'est important pour nous que toute la cellule familiale vive des moments positifs ensemble. Ce sont des souvenirs communs. Pendant cette journée-là, on pense plus à rien et on est pleinement dans le présent, dans la vie. Et Mathilde en parle très bien. En tout cas, Mathilde, on vous souhaite tous les bonheurs du monde, bien entendu, et on vous embrasse fort, Ophélia et toute la famille, et on pense bien à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu Janingro. Merci beaucoup, en tout cas, directeur de la communication et des partenariats de Petit Prince. Merci pour ce que vous faites. Merci à tous les bénévoles, merci à tous ceux qui donnent et qui vont encore donner, et merci aux entreprises qui vous aident et à ceux qui vous tendent la main. Vous savez que vous pouvez compter, bien entendu, sur Stéphane Pellet, Aurélie Gros et toute l'équipe de Sud Radio. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, on va parler d'une entreprise, ou en tout cas d'un collectif. C'est collaboratif. Vous en avez déjà entendu parler, ça? Quand moi je vous dis c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est vous, mais pas que. C'est vous aussi. Pas que, mais c'est les autres aussi. Il y a une marque pour les consommateurs qui est vraiment bien. On vous en parle dans un instant. Et encore bravo, Petit Prince. Voilà, et restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Le jour où on est rentré dans la démarche C'est qui le patron, en fait, c'était une bouffée d'oxygène monumentale. D'une part, j'ai des produits qui me conviennent parce que je sais ce qu'il y a dedans, et eux, je vois que ça a complètement changé leur vie. Ah ouais, ça a complètement changé leur vie. On va en parler, bien entendu. Stéphane Pellet, nos invités, Nicolas Chaban, fondateur du collectif C'est qui le patron. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Et vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes venu avec Martial Darban. Vous êtes producteur. Bonsoir, Martial. Bonsoir. Et vous êtes venu avec une brique de lait en main, en plus. Oui. On va boire du lait? Oui, bien sûr. Ah ouais, on va en parler avec Stéphane Pellet. Alors, la liaison était toute trouvée, rêve d'enfant, tout petit. Il voulait qu'on lui dise, c'est qui le patron? Et ça y est, c'est réalisé. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est que vous avez commencé dans les fraises de Vaucluse. Ça, c'est extraordinaire pour ceux qui connaissent ce très beau département. Donc, 5 ans après votre lancement de C'est qui le patron, vous allez nous raconter cette belle aventure. Votre démarche de consommateur a progressé à tel point que la fameuse brique de lait, justement, que vous avez entre les mains, Martial, c'est ça? C'est la plus vendue en France. Et donc, comment on en est arrivé là? C'est quand même extraordinaire. Je n'arrive toujours pas à comprendre qui est le patron. Je vous assure, la réponse, elle est simple. Le patron, chez nous, et c'était la petite question, un peu avec humour, c'est une façon de dire, mais c'est quand même nous, les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a créé une coopérative, on est une coop de conso. En fait, vous êtes une coopérative, et vous avez créé une marque de consommateurs, c'est ça? Voilà, c'est la première marque, il n'y en avait pas. C'est étonnant. Un jour, je me rappelle, on est arrivé en face de Carrefour, c'était le premier distributeur. Après, tous les autres ont suivi, en disant, mais si nous, les consommateurs, qui voulons que les producteurs gagnent leur vie, parce que moi, je les connaissais, je savais quand même, Martial en parlera mieux que personne. Tu te levais le matin avec 80 copains dans l'Ain, et tu savais que le soir, tu aurais perdu 120 € en travaillant du lundi au dimanche, en vacances. Tu te dis, c'est pas possible. Et donc, on voulait plus que notre argent nous rendre indirectement complices de ça, et on s'est vu avec Martial, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on a créé, nous les consommateurs, une marque toute bête, toute simple,
Il fallait que ça rémunère d'abord le producteur, et sans pub à la télé, sans commerciaux. Cette énergie qui est inexplicable même pour nous, s'est emparée de l'histoire. 100 millions de produits vendus par an. Et là, un jour, on t'appelle, un organisme officiel, et on te dit, le on, il est très collectif, hein. Les amis, vous avez créé la brique de lait la plus vendue de France, et elle est équitable et solidaire. Et sur cette brique de lait, il est écrit « Ce lait rémunère au juste prix son producteur ». Vous écrivez ça sur tous les produits qui sont estampillés, c'est qui le patron? Oui, on n'a toujours pas d'agence de com, mais ça se voit, mais à la fois c'est une façon de dire... Ah bah non, bah au moins c'est clair, hein, c'est écrit dessus. Juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent participer, devenir aussi sociétaire en versant quoi, 1 euro, c'est ça? Oui, vous avez raison, on ne peut pas faire 0, donc on a mis 1 euro, personne ne peut mettre plus, un vote, une voix, et on fait naître les produits, voilà, avec des questions simples. Est-ce que vous voulez que le producteur gagne sa vie? Vous avez le prix qui s'indexe en fonction de la réponse. On enlève les OGM, 5 centimes de plus, bon, ça fait 82. 1 à 3 mois de pâturage, les vaches sont plus heureuses, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. C'est comme ça qu'un jour est né dans un coin du monde un produit avec un prix décidé par nous, les consos, en écrivant l'histoire et en protégeant ceux qui étaient à l'autre bout. Justement, Martial Darban, vous, il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même si vous travailliez tous les jours, peut-être toute la semaine entière, tous les soirs, vous perdiez 120 euros en moyenne? On va dire c'est un accident de parcours. Effectivement, une entreprise qui a des défaillances, un beau matin, et qui peut plus assumer, elle vous laisse. Il y a 2 options. Ou elle vous laisse le lait dans l'exploitation, ou elle vous prend le prix râlé paquet qu'elle va trouver en débouché. Et donc vous faites avec et vous assumez. Puis voilà. Et donc vous perdez tous les jours, effectivement, 120 euros par jour par personne. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, 1 litre de lait, ça vous coûte combien aujourd'hui? Non, alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on compte. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. Je vais vous dire pourquoi c'est très compliqué. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parlais d'avant. Grosso modo, avant, le prix du lait français était négocié entre 30 et 34 centimes. Là. Et nous, à ce moment-là-bas, on le vendait entre 20 et 21 centimes. Entre 20 et 21 centimes. D'accord. Voilà. Donc c'est la différence des deux qui fait qu'on perdait toute cette somme d'argent. Alors sans solution, si personne se met autour de la table, il y a disparition des exploitations. Hein. C'est comme ça depuis très longtemps, puisque moi je suis en fin de carrière, j'ai arrêté ma carrière. On était 850 000 points de collecte quand j'ai démarré, en 1980, fin des années 79-80. On reste autour de entre 45 et 50 000 aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la disparition. Le restant, tout a disparu. Il n'empêche qu'on fait quand même encore 23-24 milliards de litres de lait. C'est-à-dire qu'on a progressé énormément par outil d'exploitation. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas de débouché et pas d'argent qui rentre, il y a disparition des jeunes, des moins jeunes. Ça veut dire que c'est qui le patron vous a sauvé la vie en fait, c'est très clair. Non mais nous on y a été fleur au fusil avec une innocence des plus limpides puisqu'on était au fond du trou. Hein, donc voilà. Vous qui connaissez le département de l'Ain, c'est une zone accidentée, on est au bord de la Saône, en plus on est dans une zone inondable, c'est pas toujours génial de pouvoir bosser. Donc on a été titiller les distributeurs qui avaient des magasins, on disait vous faites du business et puis nous on est en train de crever, et c'est comme ça qu'on a monté et qu'on a atterri chez Marc Delage, le groupe Carrefour, et puis le groupe Carrefour il me dit est-ce que vous connaissez monsieur Nicolas Chaban? Je dis je connais pas Nicolas Chaban. Et les gueules cassées? Je dis oui, les légumes moches, les gueules cassées, je connais, oui, effectivement. Il me dit ça serait bien de rencontrer et puis de pouvoir partager, voilà. Parce qu'on faisait les légumes moches. Voilà. Et après, c'est questions-réponses, c'est dire non mais attends, là combien il faut pour équilibrer là, combien, voilà. Et là combien il faut, et là combien. Et tu valides là les chiffres. Ça c'est les consommateurs qui disaient clairement au producteur, il vous faut combien pour qu'on ait le droit de marquer ça. Personne ne doit le dire autrement. Mais alors concrètement pour nos auditeurs, est-ce que cette brique de lait coûte plus cher que les autres? Oui. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler. Aujourd'hui, on a une vraie bataille où, malheureusement, alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a moins de produits, hein, c'est plus compliqué. Ouais. Mais en temps normal, entre guillemets, en France, on a cette brique de lait-là, pas celle-là justement, la brique de lait française, elle passe 40% de son temps est en promo. Donc, effectivement... Ouais. Donc là, par exemple, cette brique, c'est 1,09 €, c'est ça? Oui, aujourd'hui, oui. Ouais. Et celle qu'on achète quand ce n'est pas estampillé vous allez alors, c'est plus vrai. C'est bien dit, c'est plus vrai. Parce que la promo, c'est... Sans les promos, hein, mais aujourd'hui, un petit 89-90 centimes, c'est courant. Ouais. Je peux me permettre de dire une chose à ce moment-là. Pourquoi j'ai dit à Martial sans la promo? Parce qu'il y a beaucoup de promos dans les magasins.
Et on croit tous que c'est une économie pour nos poches. C'est une catastrophe. Mais en réalité, au final, c'est le producteur qui paiera les centimes qu'on a économisés puisqu'on va aller les rechercher chez lui. Ça, c'est la promo. À prix constant, il y a à peu près 10 centimes d'écart. Mais il faut raconter qu'une autre donnée, on boit 50 litres par an et par habitant. Si tu prends 10 centimes et que tu multiplies par 50 litres, tu arrives à 5 € par an. On nous avait jamais trop dit qu'il fallait rajouter 40 centimes par mois pour que des producteurs retrouvent le sourire à l'autre bout. C'est ça l'équation. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, j'imagine que forcément, les gens s'y mettent de plus en plus puisque vous avez quand même la brique, l'une des briques les plus vendues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les mentalités aussi changent. C'est-à-dire qu'elles évoluent dans ce sens-là en disant effectivement, on paye moins cher, mais au moins, psychologiquement, il y a une espèce de solidarité qui se met en place. La notion que vous soulignez qui a fait, parce que tout le monde était étonné, franchement, quand vous faites pas de pub à la télé, vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins, vous ne pouvez pas vendre un produit normalement. C'est le bouche à oreille, parce qu'on est une coop, parce qu'il n'y a pas de dividendes, parce qu'il n'y a pas d'actionnaires de banque, parce que l'argent va directement au producteur. Mais on les trouve où alors ces produits? Partout, dans tous les magasins. Mais en fait, la notion d'aujourd'hui, c'est où va mon argent? Si tu es sûr que des centimes, il faut en être sûr, hein, et donc nous les on va vérifier, vont bien jusqu'à Martial et qu'ils ne se perdent pas en chemin, à ce moment-là, tu les mets, les centimes. Si tu ne sais pas, tu les mets. Et sans couper, la différence, elle est aussi sur le deal complet qu'il y a entre le consommateur qui, lui, est sociétaire, a mis 1 € une fois, et qui vient nous voir et avec qui on a un partage intégral. On ouvre nos fermes, il n'y a pas de souci, tout est transparent. Stéphane Pellet. Ce qui est passionnant là, c'est qu'on est vraiment dans l'univers citoyen en fait. Le consommateur citoyen. D'abord dans le mode juridique d'association, c'est pas une société capitalistique, c'est justement une société coopérative. Pour faire simple, je m'arrête là dans les acronymes. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a des gens qui vont gagner plus, on vient de le dire, mais il y a des gens qui vont gagner moins. Il n'y a plus les fameux intermédiaires, il n'y a plus les fameux commerciaux et toutes leurs équipes qui fixaient les prix jusqu'à présent. Il n'y a plus tous ces actionnaires qui à un moment là sur des produits, on va presque dire de première nécessité, fixer aussi les choses. Donc c'est intéressant de savoir ça, c'est que c'est l'alliance des deux, le citoyen et puis aussi une autre répartition du coût. Donc on a bien compris que les producteurs ne se font pas de marge, sont même perdants dans certains cas. Mais alors, la fameuse question, qui se gave le plus? Pardonnez-moi, je prends des termes triviaux, mais au moins tout le monde comprend. Qui se gave? Avant qu'il ne réponde, rappelons juste une chose. La France, championne du monde des sociétés d'agroalimentaire et de vente qui vendent dans le monde entier. Et c'est pas pour rien. C'est que ces sociétés-là, forcément, elles gagnent de l'argent. Nicolas Chaban, alors, réponse. On a une minute. Ça serait Martial rapidement, mais il y a de grandes marques. Nous, on s'est fait une règle, c'est de ne pas parler des autres. On essaie de parler de ce qui marche et de ce qui est bien. Mais en tant que conso, tu as un pouvoir énorme. Si à un moment donné, tu arbitres, on le voit, que tu amènes ton argent à un endroit où ça sauve des producteurs, ça paie bien des salariés, dans la laiterie, on vérifie que tout le monde est bien payé aussi. Mécaniquement, tu as le bateau qui tourne et tu as tout le rayon du lait qui change parce que comme cette brique de lait créée par les consos qui aide les producteurs est devenue numéro 1, tous les autres producteurs ont dit à leur laiterie, écoutez, ne nous parlez pas d'un prix trop cher payé, regardez, celui-là permet à la brique d'être numéro 1. Donc ça a créé un Martial, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Ne bougez pas, on fait une petite pause, ne vous inquiétez pas. C'est passionnant. Hein. Mais oui, c'est passionnant. Voilà, vous dites ça à Stéphane Pellet et Aurélie Gros, pardon. Si tu veux, Cécile, ça me dérange. Aurélie. Oui. Le G500, c'est grâce à eux que, en tout cas, vous êtes là et merci d'être avec nous. Dans un instant, on continuera cette conversation hyper intéressante et on développera tous les produits parce qu'il n'y a pas que le lait, vous développez de plus en plus de produits et ça c'est une bonne chose. C'est les vraies voix citoyennes avec le G500. On revient dans un instant avec Frédéric Bridel. Ah oui, c'est presque du lait, Brindel. Non, Bridel, je vais vous appeler. J'aime bien aussi. Ça c'est de la pub gratuite, attention. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et les vraies voix qui font bouger la France, en tout cas, on leur donne la parole grâce à Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Merci en tout cas, le G500, de nous amener toujours de belles personnes. Nicolas Chaban est avec nous, fondateur du collectif C'est qui le patron, accompagné de Martial Darban, producteur de lait en l'occurrence. On en parlait il y a quelques instants. De lait dans l'Ain, c'est ça. De lait dans l'Ain. De lait dans l'Ain. Et non du lin dans lait. Ouais. C'est pas, parce que c'est pas la même chose. Bourg-en-Bresse. Non, Bourg-en-Bresse. En bas la montagne, en bas. Oui, il y en a, c'est l'Ardèche. Non, pas du tout. Attention, ne pas confondre. Nicolas Chaban, ancien commentateur du Tour de France, je connais. on parle du lait, mais vous avez développé aussi de plus en plus de produits, forcément, parce que la demande grandit. Donc, ça veut dire que, est-ce que ce sont des producteurs qui viennent vous proposer? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe, en fait? C'est toujours des producteurs. Après le lait, un exemple très concret.
un appel de producteurs qui font des pommes en Alsace. Il fallait rajouter 8 centimes pour qu'ils vivent de leur métier à l'époque par litre de lait. Mais ça paraît tellement dingue ce que vous dites, ça paraît tellement dingue. Franchement, l'équation la plus incroyable, elle est venue de là, puisque un an après, je reposais la même question au patron d'une grande marque d'huile en lui disant mais combien il manque à un producteur de colza français pour qu'il gagne sa vie. Il ne savait pas répondre à cette question. Donc il faut sans doute qu'on nous ramène ces équations simples. Et dans les pommes, ils arrachaient leurs arbres sans déboucher parce qu'il leur manquait 9 centimes par litre. Voilà. C'est cette équation toute bête qui nous a fait faire des produits pour aider systématiquement les producteurs. Donc maintenant, il y a 30 produits, ce qui, encore une fois, au-delà des chiffres, on n'est pas une structure portée sur les chiffres, mais c'est un point de repère. Donc c'est important de le savoir. Voilà, c'est un espoir. Quand vous payez bien des producteurs, quand on est sûr, nous consommateurs, que les produits amènent l'argent aux bons endroits, et qu'on sait d'où ça vient, en plus, parce qu'il y a le côté proximité, traçabilité. On remarque que les Français ont de plus en plus envie de manger proximité, de connaître plutôt le produit du terroir que forcément l'agriculture biologique ou autre. On le voit avec le bio, effectivement, le produit local dont tu sais tout, tu peux aller voir Martial, tu sais qu'il est à 20 km de chez toi, il y a une autre réassurance directe. Et puis après, c'est la sublime émission que vous avez créée, mais la force citoyenne, elle est énorme. Et on découvre tous une chose au bout de 5 ans, c'est que on a dans nos poches la totalité, nous, consommateurs, citoyens. Le 1er janvier, on a 1600 milliards d'euros dans nos poches. Oui, qu'est-ce qu'on en fait, où ça va? Donc on a prouvé qu'en les amenant aux bons endroits... C'est quoi cette bouteille de lait? Beaucoup de ça y est, elle l'a fait. Stéphane Pellet. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous changez petit à petit la vision, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans son magasin, on regardait si on avait la plus jolie pomme, le melon parfait, etc., etc. Désormais, on va se dire, je sais à qui je m'adresse, à tel et tel producteur, je sais aussi à quel terroir je m'adresse, et excuse-moi, tout à l'heure, je me suis trompé, tu as entièrement raison sur l'Ain et Oyonnax. Non, oui, ça t'inquiète pas, je maîtrise. Ça va. Et Martial, vous vouliez nous donner une statistique terrible en tout début d'année sur les éleveurs. Tout ça pour dire que désormais, l'argent, il faut qu'il aille là où on produit. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère de l'Agriculture. Il va manquer entre 6 et 7 000 éleveurs par an d'installation. Voilà, par an. Donc de manière prosaïque, 6 et 7 000, vous divisez par 365, vous allez voir, hein, le calcul est vite fait. Donc voilà. Martial Darban, on voit comme le salon de l'agriculture cartonne, plein d'enfants. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui n'ont jamais de leur vie vu une vache en vrai. Est-ce que ce type finalement de collectif participatif, ça peut créer aussi peut-être des émulations et des envies à certaines personnes de dire moi aussi j'ai envie de devenir agriculteur parce que grâce à vous, en tout cas grâce à C'est qui le patron, on va pouvoir gagner de l'argent parce que c'est aussi l'histoire qui faisait que certains désertaient aussi ces secteurs d'activité. Non, mais il y a eu déjà depuis de nombreuses années un véritable fléau où quand vous gagnez pas votre vie, vos enfants ont pas. Moi, je suis. On l'a vu chez les soignants, c'est très clair. Moi, mes 2 enfants ont fait autre chose. C'est pas par hasard. Hein, ils ont tellement vu misérer leurs parents qu'à bout d'un moment, c'était un tout petit peu de moyen de faire autre chose. Tu fais autre chose et puis voilà quoi. Hein. Et pourtant, le confinement incite à ce genre de reconversion. C'est ça qui est terrible. Oui, mais attention, on est dans un mode d'entrepreneuriat qui est quand même complexe et compliqué dans le monde de l'élevage. Je suis pas trop inquiet pour les céréales ou pour des métiers qui sont en collectif directement avec le conso. Quand on est avec le monde de l'élevage, avec la pression du monde de l'élevage, c'est surtout pour des produits quand même basiques. Hein. Vous êtes dans un produit de grande consommation, terminé. C'est d'avoir tous les matins son litre de lait au juste prix, acceptable pour tout le monde. Donc ce deal-là, il est pas si simple que ça à faire, quoi. Hein. Alors justement, Nicolas Chaban, quelle serait la prochaine étape? Parce que vous avez donc démarré, je l'ai redit, plutôt dans la fraise. Vous avez continué par mettre en valeur ces fameux fruits et légumes qui n'étaient pas jolis. Les moches. Les moches, c'est ça qu'on disait. Toujours laisser sa chance aux moches. Puis finalement, maintenant, vous avez... J'arrête pas de le dire pour moi, je le dis tout de suite. Vous avez permis à ce que l'éleveur, donc le producteur, soit mis en avant. C'est quoi la prochaine étape pour qu'on aille vers l'intégralité au moins de ce qui nous nourrit? Alors, la prochaine étape, elle est naturelle. Peut-être que je pourrais le dire plus que Martial. En tant que consommateur, on découvre tous là quelque chose avec un réveil un peu violent. C'est que les gens qui nous nourrissent, on parle de gens qui nous nourrissent et qui nourrissent nos enfants. Donc c'est pas un coin du décor impersonnel. Ces gens-là, qui bossent 7 sur 7, ils gagnent pas leur vie. C'est-à-dire qu'au moment où tu te demandes comment demain on va se nourrir, on va être 10 milliards, la nourriture qui vient du bout du monde, je ne sais pas comment elle est faite,
Les gens autour de nous qui nous nourrissent, ils sont dans une galère où, sans faire de révolution, vous les voyez jamais dans la rue, véritablement, au bout d'un moment, dans la nuit, ils s'arrêtent, ils font autre chose, le fils ne reprend pas. Mais comment on va faire? Donc en 2023, pour répondre à votre question, on a la chance d'avoir un succès collectif incroyable. Tellement de gens, il y a 15 millions d'acheteurs qui se sont mobilisés pour dire ça doit marcher. Cette grande famille-là, elle va pas laisser les producteurs autour de chez eux et autour de chez nous se perdre. Donc on va défendre, au-delà des producteurs de C'est qui le patron, toute personne qui se lève le matin pour nourrir les autres. Alors est-ce que cette période d'inflation vous fait peur? Parce qu'on l'a dit, ça coûte un petit peu plus cher. Les gens peuvent être un peu réticents. Alors c'est très étonnant. Pour l'instant, on croise les doigts. Cette brique, elle est la plus vendue. Au moment de l'inflation, elle est restée la plus vendue, c'est-à-dire qu'il y a eu des records de vente. Je crois parce qu'on est tous pareils. Si tu as 3 produits à des prix différents, tu ne sais pas pourquoi l'un serait acheté plus que l'autre, on va tous vers le moins cher. Quand apparaît, et c'est pour le dire pour tous les autres produits et tous les autres fabricants, un produit dont tu es sûr que derrière, ça va redonner le sourire des producteurs, il reste numéro 1, même quand l'inflation arrive. On va pouvoir, le prix le plus bas, ça va être des gens qui ne peuvent pas se nourrir, on l'oubliera jamais. Mais si demain on veut s'en sortir, peut-être qu'il faut des produits qui paient bien le producteur, qui paient bien le salarié de la laiterie, de l'entreprise qui bosse, en recréant de la valeur par le haut. Il y a un mouvement circulaire qui fait que ça arrivera un jour jusqu'à nous. Créer de l'emploi en plus, créer de l'emploi, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, combien de sociétaires dans C'est qui le patron? Alors il y a 13 000 un peu plus de 13 000 sociétaires et 15 millions d'acheteurs. Mais 13 000 sociétaires qu'il faut remercier. Jamais les distributeurs ont vu ça, ils nous le disent. Michel-Édouard Leclerc nous dit, on a des témoignages, les gens dans les rayons rangent les rayons, demandent au directeur de mettre la brique moins haute. Personne n'aurait fait ça avant et on ne le coordonne pas. C'est fait un peu avec le cœur. Dans le monde animal, ça s'appelle la murmuration. Je donne toujours l'image, mais pour comprendre, c'est les grands vols des tourneaux qui font des circonvolutions fantastiques. Et les scientifiques disent, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un oiseau qui dit aux autres comment faire. Faut créer C'est qui le sociétaire. Faut créer C'est qui le sociétaire. On a presque enlevé ma dernière question, parce que finalement... Attention, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai une question pour finir. C'est qui le patron? Non, c'est vraiment un nous absolu. C'est nous tous. Les consommateurs, mais... En tout cas, on incite, si vous le permettez, j'incite tous ceux qui nous écoutent, et vous êtes de plus en plus nombreux, à aller cliquer ce soir et aller donner 1 €, parce que c'est important. Plus il y aura de sociétaires, et plus on aura la chance de rémunérer, en tout cas des producteurs locaux. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Nicolas Chaban, fondateur du collectif C'est qui le patron. Merci beaucoup Martial Darban, producteur de lait. On se fait un petit verre de lait? Mais pas de problème. Et puis bienvenue dans les fermes. Et on embrasse bien entendu tous les producteurs de France qui nous écoutent, parce que nous sommes aussi la radio des territoires. Merci beaucoup Aurélie Gros pour ces belles personnes. Merci Stéphane Très belle fête à vous toutes et tous. Absolument, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous souhaite beaucoup de succès et plein de petits clients qui deviendront des grands clients. Et nous à demain, Cécile, à nous à demain. À demain à 17h, oui, exactement. Dans un instant, c'est Yvan Cujus. Et puis, dans un instant aussi, notre chronique, qui est notre chronique, attention, c'est... Conseil de famille. Et ben voilà, vous l'aviez pas, je l'avais pas non plus. Allez, à tout de suite. Je l'ai, la preuve, je l'ai dit. Allez, on vous retrouve demain à 17h. Salut.